10h30, tout savoir, tout comprendre, le live BFM dans la prochaine demi-heure, l'émotion et les questions après l'attaque meurtrière hier à la préfecture de Paris. 4 personnes ont été tuées au couteau, l'assaillant a été abattu, son geste, son parcours, sa personnalité. La veille de l'attaque, il était incohérent, aurait entendu des voix. C'est ce qu'a dit sa femme. Et puis un face-à-face qui se poursuit entre Emmanuel Macron et les Français après Rodez. Hier soir pour parler retraite, le chef de l'État est dans le Puy-de-Dôme ce matin au sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne face à des agriculteurs. Et à 10h30, l'actualité, c'est cette onde de choc, Perrine. Au sein de la police, une minute de silence qui sera d'ailleurs observée dans une demi-heure dans la cour de la préfecture de Paris en hommage aux 4 fonctionnaires tués hier et en présence de Christophe Castaner et Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État se sont rendus ce matin à l'hôpital de Percy au chevet d'une employée blessée dans l'attaque. Depuis hier, c'est toute une profession qui est en deuil. Pierre Corieux, Laurine Velay et Julie Dubois. C'est un drame inédit pour la profession de policier. Car cette fois-ci, ils n'ont pas été attaqués par un ennemi, mais par l'un des leurs. Ça restait un collègue, voilà, ça nous touche au plus profond. Autant on ne peut pas l'accepter déjà du tout public quand on se fait agresser, mais quand ça se passe entre nous, voilà, c'est triste. J'imagine que les collègues qui ont vécu ça de près, eh bien, s'en souviendront et ça va malheureusement marquer à vie leur carrière. Une attaque qui survient dans un contexte tendu pour la profession. La veille, des milliers de policiers ont manifesté pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et la recrudescence d'actes de violence à leur égard. Preuve de ce profond malaise, 52 membres des forces de l'ordre se sont suicidés depuis le début de l'année. On sait que les fonctionnaires sont soumis à des contraintes, ils y font face de manière admirable et un drame comme cela sera pour eux une épreuve supplémentaire. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de la préfecture de police de Paris. Et tout de suite, priorité au direct, on va se rendre au salon de l'élevage où se trouve actuellement Emmanuel Macron qui poursuit ce face-à-face avec des éleveurs dans le Puy-de-Dôme près de Clermont-Ferrand. Importer de la viande du Canada et pour l'instant, ça a été quand même voté au départ. Alors, à l'Assemblée, ils étaient d'accord. Mais alors, on peut... Oui, allez-y. Je réponds? Oui, très bien. D'abord, les difficultés qu'on a dans l'élevage aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec le CETA. Ça n'a rien à voir avec le Canada. Ça va les enflucher. Non, si. Attendez. Non, mais déjà, ça n'a rien à voir. Le sujet que je disais à votre... Non, attendez. Et les amis, notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas valoriser correctement ce qu'on produit. C'est qu'on produit du broutard qu'on vend mal aux Italiens, ou on produit de la viande qu'on vend à des gens qui vous tendent les boyaux en steak haché. Mais pourquoi? Que la viande... Parce qu'on laisse importer des produits. Non, mais pardon. Mais non. Attendez, regardez les chiffres et la situation actuelle. Ça n'a rien à voir avec ça. Pardon. C'est qu'aujourd'hui, historiquement, la filière, elle s'est très mal organisée. Donc nous, ce qu'on est en train de vouloir bouger, de changer, y compris avec vos représentants, et ils sont d'accord pour jouer le jeu, c'est de faire que quand on va au restaurant en France, quand on va dans une école, etc., on puisse manger français. Mais qu'on puisse manger français. Ça veut dire que nous, on valorise différemment ce qu'on produit. Ça, on est d'accord, mais, bon, non, mais ça, c'est des paroles dans l'action. Non. Je suis agriculteur depuis 20 ans. C'est ça fait 20 ans que j'ai... pas 20 ans que je suis président. Non, mais non. J'en ai 20 ans que moi, je suis éleveur. Actuellement, ça n'a jamais changé. On a toujours laissé importer de plus en plus de la viande. Je vais essayer de vous répondre. Pourquoi on a importé de la viande? Parce qu'on n'a pas su s'organiser nous-mêmes. Non. Mais c'est vrai, mais je vous le dis. Non, on a laissé, on a ouvert. On a laissé un acteur acheter toute la viande pour les autres. Il y a un acteur qui vous achète la viande. Tiens. Le prix le plus bas possible pour faire, lui, sa rentabilité. Ça, il faut qu'on arrête avec ce système. Et on avait quand même fait sur les ans l'indicateur de prix, mais surveillé, et on ne respecte pas. Eh bien, ça, c'est le contrat de filière qu'on doit faire vivre pour mettre la pression sur ceux qui font pas ça. Deuxiò, on a mis dans la loi le fait que les producteurs puissent s'organiser en organisation de producteurs commerciale. Et donc défendre, pardon, je vous positionne dessus. Défendre le prix. Non. Défendre le prix. Et donc, ça, c'est ce qu'on va... On n'arrive pas à le mettre en place parce que le truc est bloqué. Parce que les mêmes dépendent de celui-là, faut dire ce qui est. Donc là-dessus, ce qu'on veut faire, on s'est mis d'accord, on va commencer dans quelques régions où les gens sont prêts à bouger. Nous, on va investir pour qu'ils puissent s'organiser, avoir leur propre structure. Et on veut faire passer, on est en train de le faire dans la restauration collective des restaurants à l'achat de viande française. Ce qui veut dire qu'on se dote aussi de structures de maturation et d'abattage qui vont bien. Et on ne dépend pas d'un seul acteur. Et ouvrir des nouveaux marchés, la concurrence et l'ouverture, c'est pas forcément mauvais. Vos collègues qui sont dans le port,
ils sont contents que j'ai ouvert le marché chinois parce que maintenant ils peuvent vivre grâce à ça. Et le prix a remonté et c'est parce que les Chinois achètent notre porc. Vous importez plus qu'on exporte. Oui. Ça dépend des marchés. La balance commerciale de la France, mais bien sûr, et pas négatif. Pas l'agroalimentaire. Pas l'agroalimentaire, mais la balance. Donc c'est qu'on importe toujours plus qu'on exporte. Oui, mais d'accord. Mais laissez-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que vous nous empêchez de produire certaines choses, mais vous les laissez importer. C'est là où vous avez raison. Pourquoi vous ne dites pas, nous sommes d'accord de faire tous les efforts. Nous sommes d'accord avec les consommateurs. S'il faut faire des efforts, on les fera. Mais on ne laisse pas importer ces produits qui ne respectent pas les mêmes normes que la France. C'est là où la bataille que vous me demandez, c'est de faire bouger le Canada sur les PAT. Ils donnent eux à leur bœuf. Alors c'est pas vrai, les hormones, tout ça c'est pas vrai. Mais antibiotiques. Sur les PAT, qui est un vrai sujet, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pas le CETA qui le fait. Aujourd'hui, c'est déjà permis. Hein. C'est les règles européennes qui ne sont pas suffisantes. Les quotas d'importation. Non, mais très sincèrement, compte tenu de la consommation, et si on fait un vrai étiquetage, et compte tenu du fait que nos concitoyens aujourd'hui, ils veulent de la viande de qualité, ils sont sensibles à ça, moi je ne crois pas que ce sera notre problème. Non, mais ce ne sera pas ça notre problème. Ce qu'on doit faire, non, notre problème... On ne fait pas des normes que les gens ne respectent pas, on ne laisse pas rentrer les produits qui ne respectent pas les mêmes normes. Laissez-moi vous expliquer ce que je compte faire. Poursuivre l'étiquetage et expliquer aux gens pour qu'eux ils achètent et qu'ils mangent de la production de qualité française. 2, ce qui est notre priorité, nous faire bouger les choses pour qu'on arrive à le vendre en France et qu'on se réorganise différemment, qu'on arrête de se faire couillonner. Nous, quand on vend des broutards, ne pas avoir 3 opérateurs français qui nous les vendent en baissant les prix, comme ça s'est fait ces derniers mois. On est des couillons nous-mêmes, avec nous. Pas vous, mais les transformateurs ou les distributeurs. Et 3, la bataille que je veux mener maintenant en Europe, j'en ai gagné quelques-unes, celle-là maintenant la prochaine, c'est d'avoir les mêmes normes sur le plan sanitaire. Et les mêmes pratiques. Donc ça, je m'y engage, vous avez raison. Ce que vous dites, c'est du bon sens. On est défend. Tout ce que j'espère, c'est que vous dites, faites-le pour une fois. Ça serait bien qu'un politique fasse ce qu'il dit. On me reproche souvent beaucoup de choses, c'est en général de faire ce que je dis. Même quand ce que j'ai dit ne plaît pas. Mais sinon, mettez-nous l'odéadome. Mettez-nous l'odéadome. Oui, je sais. Non, mais l'odéadome, il n'y a pas de... Mais vous êtes dans l'Ouest. À côté de Compiègne. Et si vous voulez venir sur une exploitation, venez sur l'exploitation. Emmanuel Macron, le président de la République en direct sur BFM TV. Emmanuel Macron sur les terres de Valéry Giscard d'Estaing, mais qui rappelle quand même, il faut bien le dire, un autre président, Jacques Chirac, au contact avec les agriculteurs. On sent même que le ton a changé. On a entendu un maire hier soir à Rodez. Là, c'est un couillon qu'on vient d'entendre. Oui, avec un président de la République, on le voit sur ces images très tactiles, qui touche son interlocuteur, qui lui parle, qui a un langage comme vous venez de le souligner, très direct, et qui est à la reconquête de cet électorat des agriculteurs, parce que les difficultés sont immenses, notamment dans l'élevage, qui est la branche de l'agriculture qui souffre le plus. Un seul chiffre, eh bien, le cheptel français de vaches à viande est descendu fin 2018 sous les 3,9 millions de bêtes, c'est-à-dire qu'il est au plus bas depuis 20 ans, et on entend ces agriculteurs qui ont du mal à commercialiser leur viande quand ce n'est pas leur lait, et le président de la République qui leur promet que le CETA, ce fameux accord commercial entre la France, entre l'Union européenne, pardon, et le Canada, ne leur sera pas préjudiciable, même si eux pensent toujours le contraire. Donc c'est un exercice de pédagogie dans lequel s'est lancé le président de la République, puis un exercice de politique, évidemment. Anne Sora-Dubois, vous êtes aux côtés du président dans ce sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne. Il est venu avec un message positif envers les agriculteurs qui en avaient bien besoin, visiblement. Et pour l'instant, ce que l'on peut dire et ce que l'on voit de ces échanges, c'est que ça se passe bien. Alors j'ai pas entendu exactement la fin de votre question, mais effectivement ça se passe pas si mal qu'il aurait pu le prévoir Emmanuel Macron. On est plutôt là sur une prise de contact entre le président de la République et les agriculteurs. C'est en train de se poursuivre avec beaucoup d'explications, surtout parce qu'effectivement ces agriculteurs attendaient de pied ferme le président de la République. C'est plutôt cordial pour l'instant, mais beaucoup d'inquiétude encore une fois dans la bouche de ces agriculteurs. Ça concerne surtout un contexte général, disent-ils. Ils se sentent pas assez protégés sur le marché mondial. On parle beaucoup de ça
depuis ce matin. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Emmanuel Macron il y a quelques instants qu'il allait falloir valoriser davantage la filière française. Et puis effectivement, ce message positif en forme d'éminage de terrain, dès son arrivée un peu après 9h, Emmanuel Macron, il a confié à ses agriculteurs que son passage au sein de ce sommet de l'élevage n'était pas prévu. C'est une visite pour être à vos côtés dans des moments qui sont difficiles. Il a appuyé là-dessus plusieurs fois le chef de l'État, en expliquant notamment qu'il comprenait les angoisses du moment qui sont celles, encore une fois, je vous le disais, du contexte international, le CETA, et puis également la sécheresse. On a pris des mesures exceptionnelles, on va continuer à en prendre sur la sécheresse avec Didier Guillaume, a déclaré Emmanuel Macron. Et puis le président qui a rajouté, pour rebondir sur ce que je venais de vous dire, une filière forte, inciter les gens à manger français. On a besoin d'une agriculture forte, de nourrir nos enfants. Je serai avec vous aujourd'hui et demain dans la durée. Voilà Emmanuel Macron, vous le voyez, qui poursuit ses échanges avec les agriculteurs. Il est toujours pas rentré dans ce fameux hall 3 où il doit faire une déambulation d'à peu près 3 heures au milieu des bovins de ce salon. Mais vous le voyez, il est extrêmement sollicité, énormément interpellé sur les inquiétudes des agriculteurs qui l'attendaient vraiment de pied ferme ici. Il nous avait même dit, ces agriculteurs, s'il n'était pas venu, on aurait pris ça tout simplement comme un affront, étant donné les difficultés qu'on subit en ce moment. Et il y est à ce sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, Emmanuel Macron, et on continue de vous faire vivre tout cela en direct. Jérémy Brossard, les relations entre Emmanuel Macron et le monde agricole, quelles sont-elles ? Relation compliquée, en tout cas pas forcément naturelle par rapport à d'autres présidents avant lui. On pense à François Hollande, on pense évidemment à Jacques Chirac, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, qui étaient en lien, qui ont été élus dans des circonscriptions agricoles, en l'occurrence la Corrèze, et qui connaissaient ce monde agricole. On ne peut pas dire la même chose évidemment pour Emmanuel Macron, qui a un parcours politique extrêmement différent. Il n'a jamais été élu député, maire, jamais il a été élu local. La première fois qu'il s'est présenté à une élection, c'était l'élection présidentielle et il l'a remporté. Donc il n'y a pas, on va dire, ce contact aussi naturel que d'autres présidents ont pu avoir avec le monde agricole. Mais c'est vrai que le président de la République va au contact, il va au salon de l'agriculture. Vous me direz, c'est un passage obligé désormais pour tous les présidents depuis Jacques Chirac. Mais là, effectivement, il ne refuse pas l'obstacle, il va au contact. C'était intéressant de voir l'échange auquel on a assisté tout à l'heure. Un président de la République qui se fait interpeller sur la question extrêmement sensible du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il se laisse un peu bousculer, un peu rudoyer par cet agriculteur qui lui parle assez cru, et finalement il parle un peu comme lui, il répond, et au final assez tactile, assez à l'écoute, il réussit à détendre l'atmosphère et à désamorcer finalement le risque d'échange qui peut devenir de plus en plus tendu. On est là, c'est une illustration, alors c'est un petit exemple, on n'a pas de durée du déplacement d'Emmanuel Macron sur le salon, au moins 3 heures, ça pourrait durer encore sans doute un peu plus longtemps, mais en tout cas c'est une illustration de l'acte 2, ce qu'on a appelé l'acte 2 du quinquennat, cette volonté, vous savez, de proximité, ce qu'a dit Emmanuel Macron à la rentrée, réformer avec les Français et pas uniquement pour les Français. Et donc là on voit un président qui va au contact, qui ne craint pas de se faire bousculer, mais qui va un peu en opération reconquête, montrer qu'il est au plus près des préoccupations des Français et au plus près des territoires. Merci Jérémy pour toutes ces explications. On va continuer de vous faire vivre tout au long de la matinée cette visite présidentielle au sommet d'élevage de Cournon d'Auvergne. Emmanuel Macron y est arrivé il y a quelques minutes et il doit se rendre donc dans ce fameux hall 3. C'est ce que nous a dit Anne Sora-Dubois tout à l'heure pour un contact avec les éleveurs. L'actualité ce matin, évidemment, ce sont ces questions. Pourquoi a-t-il frappé hier en plein cœur de la préfecture de police de Paris? Un agent administratif a tué 4 de ses collègues, on a blessé un autre grièvement. Ce que l'on sait de lui, de son parcours professionnel, de sa vie familiale, de son rapport à la religion. Bonjour Antoine Forestier, vous êtes sur place à la préfecture de police de Paris où d'ici 16 minutes précisément un hommage sera rendu. Exactement, alors vous dire déjà que le périmètre de sécurité ici a été levé dès 8h30. Les employés de la préfecture de police de Paris peuvent reprendre le travail normalement avec un système de sécurité habituel. Ils se présentent ici avec leur carte professionnelle. Ils passent ensuite sous un portique de sécurité. Si le portique sonne, ils peuvent subir une fouille. S'il ne sonne pas, ils peuvent entrer normalement. Ça c'est habituel. Ce qui est en revanche inhabituel, c'est qu'il y a des patrouilles à l'extérieur, des policiers qui sont armés avec des gilets pare-balles et qui font des tours autour de cette préfecture
préfecture de police, alors que ce n'était pas le cas ces derniers jours. Il y a également des groupes de touristes qui sont ici, et puis des personnes qui ont rendez-vous à la préfecture de police pour une histoire de passeport, pour des histoires de papier, et qui doivent présenter ici leur convocation, et eux aussi subissent ensuite des fouilles, doivent passer au rayon X, un système assez comparable à ce que l'on voit dans les aéroports pour pouvoir pénétrer dans la préfecture de police. C'est sur rendez-vous ce matin et ce sera sans rendez-vous cet après-midi, ce qui explique qu'il y a déjà une longue file d'attente derrière, des personnes qui attendent pour rentrer à l'intérieur pour récupérer leurs papiers cet après-midi. Vous le disiez, une minute de silence est prévue ici, ce sera à 11h. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera présent, le secrétaire d'État Laurent Nunez également. Une minute de silence à laquelle les journalistes ne sont pas conviés. C'était important pour la préfecture de police de vivre ça ensemble ici à l'intérieur du bâtiment. Et puis sachez qu'une cellule psychologique est toujours ouverte pour les employés de la préfecture de police qui le souhaitent après ce qu'il s'est passé hier ici. Merci Antoine Forestier pour toutes ces précisions. Sarah Collen, chef du service police-justice de BFM TV. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez sur l'enquête judiciaire? Sur ce drame de manière plus générale. Alors sur l'enquête judiciaire, elle avance. Selon nos informations, hier, son épouse, qui est toujours en garde à vue, a commencé à parler et elle a évoqué un élément qui est important, même s'il est à prendre avec prudence. Elle a dit que son mari, la veille de l'attaque, avait entendu des voix, s'était réveillé la nuit et effectivement était pris comme une sorte de délire, de démence. Donc ça, évidemment, c'est un élément important que les enquêteurs sont en train de vérifier parce que ça pourrait évidemment orienter les hypothèses de travail. Tout reste ouvert aujourd'hui. C'est toujours le parquet de Paris et pas le parquet national antiterroriste qui est saisi du dossier, même si le parquet national antiterroriste continue à le suivre avec intérêt, en étroite relation avec le parquet de Paris, parce que vous l'avez dit, il y a quand même un certain nombre d'éléments troublants. D'abord, il s'en est pris à des fonctionnaires de police au sein même de la préfecture de police. Cet homme, il avait décidé de se convertir à l'islam il y a plusieurs mois, mais aucun élément à ce stade ne permet de parler de radicalisation, rien en perquisition, rien dans son parcours aujourd'hui. Les auditions se poursuivent, celle évidemment de son épouse sous le régime de la garde à vue, mais d'autres auditions ont eu lieu, notamment de son frère, de ses proches dans son environnement familial et professionnel. Merci Sarah Lou. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes du syndicat de police alternative. Votre état d'esprit ce matin? C'est le même que mes collègues, on est tous sous le choc. C'est un véritable drame, une tragédie qui va s'ancrer très longuement dans l'institution parce qu'on a été touché au cœur. On a vécu d'autres tragédies par le passé. On vit les tragédies des suicides depuis le 1er janvier 2019 de manière exponentielle et depuis plusieurs années. On a vécu la tragédie de nos collègues morts en service, mais là on est touché en plein cœur parce que c'est au sein de notre propre famille, police, qu'on a vécu ce drame, un des nôtres qui en tue d'autres. Pour quelles raisons l'enquête le déterminera. Il y a quelques minutes de cette cérémonie qui va avoir lieu à la préfecture de police où il y aura une minute de silence. J'aimerais avoir une pensée toute particulière pour mes 4 collègues qui sont décédés sous les coups de cet agent administratif et une pensée bien évidemment tout à fait émue pour leur famille. On s'en relèvera, bien évidemment, parce qu'on doit continuer à assurer la sécurité de nos concitoyens malgré toute la difficulté dans laquelle nous sommes. Vous le savez, il y a 2 jours, nous étions en pleine manifestation unitaire dans la capitale avec plus de 27 000 policiers. Ça ne règle pas nos problèmes et je dirais ça alourdit encore cette pression que l'on a, cette absence d'humanisation de la police, parce qu'aujourd'hui ça se délite. Et là, c'est la famille qui est touchée. Et peut-être que malheureusement, sur ce drame, une nouvelle solidarité va naître, une nouvelle union va se créer, et qu'on en ressortira encore plus fort. Quand on vous écoute, Denis Jacob, pardonnez-moi, on a l'impression que pour vous, tout cela est lié finalement. On ne peut pas l'écarter. J'entends les pires rumeurs depuis hier. On y va de spéculation en spéculation sur les raisons qui ont poussé ce collègue à agir. Pour l'instant, on ne sait rien. Voilà, c'est ce que l'on sait. Professionnel, une pratique d'un islam assez fort. On ne sait pas s'il y a une question de radicalisation. Son épouse a parlé pendant la... Rien n'indique pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on sait. Elle apporte d'autres éléments, mais on ne peut pas exclure qu'il peut y avoir un lien aussi professionnel. Peut-être quelqu'un qui était en souffrance. Il était agent administratif. Je le disais déjà hier sur votre plateau. Le corps des agents administratifs, je dirais, c'est la 5e roue du carrosse
force de la police nationale qui est trop souvent oubliée. Ce ne sont pas des policiers, mais ce sont quand même des collègues qui apportent leur soutien pour que nous puissions effectuer nos missions dans les meilleures conditions possibles. Et c'est, je dirais, un corps de la police nationale qui est trop souvent dans l'ombre et dont on ne sait pas prendre forcément en compte leurs problèmes et y répondre. Si vous aviez aujourd'hui une revendication, un message à faire passer à vos supérieurs, je pense au ministre de l'Intérieur évidemment, mais aussi peut-être pourquoi pas au président de la République, quel serait-il ? Alors au-delà de ce drame, et c'est des revendications que l'on porte depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il faut réellement recréer du lien interne entre tous les corps, entre tous les grades, parce que depuis trop longtemps maintenant, depuis plus de 15 ans, la politique mise en place pour faire fonctionner la police, c'est une politique de management très verticale, archaïque, où on n'arrive plus à se parler, où il n'y a plus de lien direct entre les supérieurs et la base. Le DGPN a peut-être agi maladroitement, mais il a parlé de convivialité. C'est un vrai sujet au sein de la police nationale. Merci Denis Robert d'être venu nous expliquer tout cela ce matin sur le plateau du Live BFM. Dans un instant.